Ok, bon, allez, c'est bon, on a assez perdu de temps. Bonjour à toutes et à tous. Bon, salut Vincent, salut Benjamin, salut Yann. Je vous vois sur une page, etc. Peu importe. On est bon, donc on est lundi 3 août 2020. Alors, comme je le disais avant que vous arriviez, on a eu, alors je l'appelle un peu cette semaine un peu le tournant. Pourquoi? Parce que on a eu la semaine dernière quelques petites phases de consolidation. Alors ça dépend sur quels indices. Vous prenez le plus fort, par exemple le Nasdaq, il s'est rien passé, voire ça continue à monter. Vous prenez l'IBEX, donc l'indice espagnol, ça s'est effondré. Donc en fait, on a toujours comme ça des, euh, des décorrélations, si on peut l'appeler comme ça. Oui, ce sont des décorrélations entre certains indices. Pourquoi? Parce que les indices sont composés d'actions, parce que les actions sont des entreprises et parce que les entreprises publient en ce moment. Il y a ça. Deuxième raison, on a également, vous savez, l'euro contre le dollar. Alors là, il se replie un peu, on va en parler tout à l'heure, mais euh, l'euro-dollar, du coup, cette montée, alors une montée de 100 pips de l'euro-dollar, on s'en fout. Par contre, une montée comme ça qui passe on passe de 1,10, 1,12 à quasiment 1,18, là, ça va commencer à faire mal, surtout déjà pour les pays qui sont mal et malheureusement pour eux, ce sont les pays du Sud. Donc vous savez, Espagne, Italie, etc. Du coup, qui subissent déjà la crise sanitaire de plein fouet, deux qui sont le plus mal en point, d'autant plus que c'est une cause d'une crise sanitaire, c'est parce que ce sont les pays déjà à la base les plus faibles. Pourquoi les plus faibles? Parce que ce sont ceux qui ne proposent pas, ne vendent pas des produits, on en a déjà largement parlé, à forte valeur ajoutée. Donc du coup, on en avait déjà parlé la semaine dernière, ce sont les pays qui sont le plus dépendants d'une compétitivité par rapport au prix. Et lorsque vous avez l'euro comme ça qui explose par rapport à d'autres devises et plus particulièrement contre le dollar, au-delà du fait que les exportations, il n'y en a peut-être pas des masses en ce moment, mais d'autant plus, bah, ça rend leurs produits plus chers. Donc forcément, ça pèse sur ces zones géographiques-là. Donc c'est pour ça que vous avez un IBEX qui se boite et vous avez notamment alors un Nasdaq au-delà des GAFA, mais si on prend le SP500 qui tient particulièrement bien. Pourquoi? Vous l'avez compris, parce qu'il y a le dollar américain bah, qui baisse de plus en plus. Donc du coup, ça tire vers le haut les entreprises américaines et ça tire vers le bas les pays du Sud, plus particulièrement en zone euro, donc en l'occurrence l'IBEX et l'Italie, au-delà même de cet aspect de crise sanitaire. Voilà. Donc on a finalement comme ça ces décorrélations. Et pourquoi je l'ai appelé le tournant, notamment sur les indices européens, parce que la semaine dernière, vous avez vu jeudi notamment, on avait le DAX qui perdait 4%, le CAC 40 un peu moins, et finalement vendredi, juste avant, juste après la clôture européenne et juste avant la clôture des marchés donc américains à 22 heures, on a eu des indices américains qui ont été tentés, qui ont été aspirés un petit peu vers le haut, le Dow Jones notamment qui sauvegarde cette zone des 26 000 points. Donc ça va être ces zones-là qui vont être très importantes. Je vais pas dire pour l'été, pour jusqu'à la fin de l'été, mais oui, ça va être important au moins ces prochains jours, voire peut-être même effectivement tout au long du mois d'août. Voilà. J'en profite pour vous dire également que cette Traders Room sera la première du coup du mois d'août et la dernière du mois d'août et après la prochaine aura lieu début septembre. Ok? Donc, ça, ce seront plutôt des plans en swing, donc des grosses zones d'intervention, plutôt toujours intra-swing. Voilà. Parenthèse fermée. Donc, cette semaine, les publications seront light. On a plutôt des publications macroéconomiques, dont des chiffres macro qui seront par contre de leur côté très attendus. Pourquoi? Parce qu'on a le NFP. Pourquoi le NFP est important? Parce que vous savez que les demandes d'allocation hebdomadaire au chômage aux États-Unis sont depuis, alors pas le début de la crise, mais en tout cas depuis qu'on a marqué un rebond quand même assez fort des indices, on a sur les demandes hebdomadaires aux allocations chômage, la première hausse de chômage, donc hebdomadaire, depuis justement qu'il a commencé à baisser, donc depuis le creux de la crise. Donc du coup, c'est ce qui a alimenté aussi un petit peu les inquiétudes parce que
Vous le savez, les marchés sont très optimistes, ils sont basés uniquement sur le futur et absolument pas sur le passé. Alors, ça marche tout le temps, mais là, encore plus. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que la semaine dernière, on a eu des publications d'entreprises, notamment au travers de, vous les avez vus, Boeing, General Motors, General Electric, etc. On a des consommations, on a des consommations de cash, des consommations de trésorerie absolument hallucinantes de plusieurs milliards de dollars pour certaines d'entre elles, 9 milliards de dollars pour General Motors sur le trimestre. Et généralement, là on peut se dire oulala, c'est catastrophique. Oui, effectivement, ça l'est, mais a priori c'était déjà prévu, on savait que ça allait être catastrophique. Et du coup, la communication est la suivante, le deuxième semestre, ce sera mieux. Donc, ne nous inquiétons pas. Donc du coup, le marché est un peu comme ça tiraillé entre ces mauvaises nouvelles et de se dire, bon, est-ce qu'on est vraiment optimiste? Est-ce qu'on s'emballe pas un petit peu? Est-ce qu'il ne faut pas revoir un petit peu à la baisse nos prévisions, notre optimisme, etc., etc. Et donc ces injections, bien évidemment, aussi de liquidités, de banque centrale, etc., etc. Et toujours ces fameuses inquiétudes, on va dire la réalité, le réalisme au quotidien. De un, le chômage, ça va pas. Les PIB la semaine dernière, ils étaient dégueux, mais on savait qu'ils allaient être dégueux. Certains sont légèrement meilleurs, d'autres sont déjà légèrement moins bons. Mais en même temps, le marché, les analystes ne se sont pas tant plantés que ça d'ailleurs, hein. Parce que je me souviens au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début de la crise, on se disait oui, le PIB aux États-Unis, ça va être moins 40, ah non, moins 50, moins 60. C'était des chiffres absolument hallucinants. Le marché, finalement, vous avez vu depuis, bah, il a fait que rebondir. Le SP500 est sur ses plus hauts quasiment historiques. Le Nasdaq est au-dessus des 11 000, donc sur ses plus hauts historiques. Le Dow Jones est un peu plus faible, c'est un petit peu plus particulier. Mais finalement, on ne s'est pas plus planté que ça. Donc l'économie ne va pas bien. Le chômage, l'emploi ne va pas bien, les entreprises ne vont pas bien et crament du cash comme jamais, en tout cas sur le deuxième trimestre, mais le marché se dit, il y a les injections, il y a les banques centrales, et elles ne vont pas nous lâcher comme ça du jour au lendemain, ce qui est vrai, ce qui est déjà le cas et ce qui sera vrai. D'ailleurs, Powell l'a confirmé d'ailleurs la semaine dernière, en n'annonçant rien de plus. Powell, il n'en sait pas plus que nous, hein. Le patron de la Réserve fédérale américaine, il ne va pas sortir des chiffres, il ne va pas sortir, oui, la deuxième vague, il n'y en aura pas, oui, les entreprises vont aller bien, etc., etc. Il n'en sait pas plus que nous. Donc, bien évidemment, si ça empire, bah, la Fed va, je veux dire, empirer, entre guillemets, va accélérer, va augmenter, va continuer ad vitam aeternam ces injections de liquidité. Et après ça, bah, qu'est-ce que ça provoquera d'ici quelques années? Ça, c'est une autre question. Le but, c'est pas de se poser ces questions-là, c'est d'essayer de voir un petit peu ce que nous donne le marché à manger. On a le gold et le silver qui se sont enflammés, vous le savez, on va en parler. L'eurodoll qui teste une grosse zone sur les 1,18, 1,19, on va en parler également. 1,18, 1,20 qui est pour moi ma zone de vente. J'ai commencé déjà à prendre des ventes et je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que je vais m'y prendre. On a eu des décalages également, on a des décalages sur les. Ouais, c'est ça, Benjamin. Plus l'action monte et moins ça marche Facebook. Non, je pense que ça vient de moi, mais je repousse pas je reporte pas la faute sur les autres. Je pense que c'est moi qui m'en sers mal, mais c'est vrai que je m'en sers une fois par semaine. C'est pour vous. Euh, donc les paires en GBP, il y a des petits décalages qui sont en train d'être organisés. Et on a également, notamment sur le Forex. Ce matin, j'ai payé du USD CHF. J'y reviendrai avec vous tout à l'heure parce que il y a le dollar qui s'est effondré et il y a le dollar qui est en train de matérialiser ici quelque chose d'assez intéressant. Il baissait, 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 pam, réaction. Et là, depuis le début juillet, donc ça fait quoi? Ça fait un mois. Il a fait que baisser, que baisser, que baisser. Et là, on a eu une belle figure. Et là, il y a de l'activité qui est en train de se mettre en place. Donc peut-être que effectivement, bah, le dollar, à un moment donné, va arrêter peut-être de baisser. Et du coup, ça corrobore un petit peu avec ma zone de vente sur l'eurodoll entre 1,18 et 1,20. Je vais revenir de manière un peu plus technique tout à l'heure. Là, je fais simplement un tour d'horizon très rapide pour celles et ceux peut-être qui n'ont pas 15 minutes de plus. Et puis, bah, c'est déjà pas mal. Donc, n'oubliez pas le NFP vendredi. D'accord? Salut Nicolas, salut Mathieu, salut Vincent. Concernant le CAC, allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, on va être clair direct, encore 15 minutes max, et le but c'est d'être hyper concis. Alors, sur le CAC, je cherchais des ventes la semaine dernière, comme vous le savez, on en avait parlé en Traders Room déjà le lundi.
d'accord? Je vous en avais parlé. Tant qu'on est sous les 4985 000, je ne cherche que des ventes jusqu'à 4850. D'accord? Donc vous allez me dire 4850, eh ben on l'a fait. Oui, effectivement, on l'a fait. D'accord? On l'a fait ici. Et deuxième objectif, c'était à peu près moi sur les ventes 4007 et autour des 4006, 4007, chercher des achats. Pourquoi? Parce que sur le CAC, on a d'une part, on est sorti par le bas de ce range. Ok, bull trap une fois, deux fois, trois fois, zone de vente 5002, 5002 zone de vente pour les plus actifs. Et une fois qu'on a eu ce signal de faiblesse par ce gap qu'on a eu à la réintégration de ce range, d'accord, vous voyez ici la zone rouge, hop, ce petit gap, tant qu'il reste actif, je ne cherche que des ventes. D'accord? Donc voilà, sous 4980 à 5000, tant qu'on reste là-dessous, pour moi, pression baissière jusqu'à 4850, c'était cette zone-là. OK? Maintenant qu'on est en train de le reconquérir ici, moi, je pars du principe qu'on est toujours sous une certaine pression baissière. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais prendre tout simplement les mêmes niveaux que j'ai, ce grand range que j'ai là. Voilà. Ici, je vais chercher des ventes. On en sort par le bas. D'accord? Je vais chercher des ventes à partir de maintenant en partant du principe que, un, on a toujours cette pression baissière. Tant qu'on tient, je vais le tracer en rouge ici, ce sera plus simple pour vous. Tant qu'on tient ce gap qui est là, d'accord, je vais continuer à travailler à la vente. Ok, donc travailler à la vente, ça ne veut pas dire le vendre à n'importe comment, le vendredi soir avant la clôture, avant les US, etc., etc. Donc là, par exemple, on arrive sur cette zone de vente, 4850, 4880. Si j'ai un nouveau signal de faiblesse ici sur des unités de temps un petit peu plus courtes, hein, donc après on se place sur de l'horaire, etc., etc., je ne vais pas le vendre un petit peu au pif là maintenant comme ça en partant du principe, en anticipant que ça sera forcément le pullback, j'en sais rien. Donc si on arrive ici et qu'on a un signal de vente, eh ben, j'accompagnerai jusqu'à ma zone d'achat swing que vous connaissez depuis maintenant quelques semaines. Ma zone d'achat swing, c'est 4006, cette grosse zone ici. Voilà. Ça, c'est ma zone d'achat. Ça, c'est mon niveau d'invalidation de recherche des ventes sur des unités de temps intraday. Et ici, sur 4850, 4860, j'ai une première zone de vente que je prendrai sur signal pour accompagner cette pression baissière. J'espère que c'est simple, rapide et efficace. Ok? Sur le DAX, bon, je passe un petit peu parce que le DAX est plus fort. Vous avez vu qu'il est à plus 2,5. Donc, je moi, ce que je vais faire, je vais plutôt travailler à la vente le CAC plutôt que le DAX, parce que le DAX est plus fort, il monte plus vite, donc c'est plus chiant si on cherche des ventes. Si vous êtes plutôt un acheteur d'actions, un acheteur pardon d'indices, parce que vous dites bah non, la tendance est toujours haussière, moi je cherche que des achats, très bien, bravo, et tant mieux pour vous. Vous avez peut-être d'ailleurs sûrement raison. Je vous suggère plutôt d'acheter du coup les plus forts, c'est-à-dire le DAX. Alors, le Nasdaq, c'est un petit peu compliqué parce que psychologiquement, acheter le Nasdaq ici, alors je vais vous montrer ici, je vais faire la transition, mais c'est vrai qu'acheter le Nasdaq, là maintenant, sur les 11 000, bon, euh, voilà. Après, à vous de voir, mais forcément, enfin, comment dire, c'est pas forcément débile. Pourquoi? Bah, parce que le Nasdaq, et oui, il est toujours dans une tendance haussière. Oui, on a un range de consolidation ici. Oui, ce range de consolidation succède à une tendance primaire qui reste haussière. Donc oui, moi ça me choque pas. Quelqu'un qui me dit, bah, je continue à travailler à l'achat le Nasdaq, je travaille à l'achat, à l'achat, à l'achat, à l'achat. C'est pas débile. C'est pas débile du tout. Voilà. Après, psychologiquement, c'est sûr que c'est un petit peu plus délicat peut-être de se dire il est haut, nanana, etc., etc. Mais partez surtout pas du principe que c'est forcément ceux qui baissent le plus qui monteront le plus vite. Je vous donne un exemple très concret. D'ailleurs, peut-être que l'IBEX va me faire mentir. Mais vous prenez par exemple l'IBEX. L'IBEX, on sait depuis quand même pas mal de temps qu'il est le plus faible. D'accord? Regardez le Nasdaq par rapport à l'IBEX. Le Nasdaq est sur 11 000 et sur ses records. L'IBEX, on sait très bien qu'il est de plus en plus faible. Donc vous voyez, même, on peut faire les deux stratégies, de se dire j'achète les plus forts, je vends les plus faibles. Ça vous donne du coup des ventes sur l'IBEX. Et vous voyez que l'IBEX, lui, il s'en fiche de savoir que le Nasdaq il est sur des records historiques. Il s'en fiche de savoir que les US ont tenu leur plus bas et ont fait une petite relance vendredi soir. Voilà. Ce matin, il a ouvert en gap baissier.
il a tapé les 6800 points, ça l'a pas empêché. Alors là, il a plus 0,6 parce que tout rebondit un petit peu à peu près, mais ça l'empêche pas de continuer à baisser. Donc vous voyez, vaut mieux vendre ces trucs-là plutôt que d'essayer d'attraper à la chasse qui baisse et d'essayer de vendre ce qui monte. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est le petit, on va dire le petit cours factuel de il vaut mieux acheter ce qui sous-performe sur le moment et vendre ce qui sous-performe que l'inverse. D'accord? Donc partez pas du principe que le CAC va forcément rattraper le DAX, ça c'est une connerie, on peut pas le savoir et d'autant plus si vous regardez un petit peu les actions, vous regardez les actions qui composent l'indice CAC 40, vous regardez ce matin, vous avez le secteur auto, le secteur bancaire, vous avez le secteur du luxe, LVMH, qui depuis la semaine dernière se fait quand même bien démonter, etc., etc. Vous avez quand même des secteurs pas très performants. Le secteur automobile, je ne sais pas si j'en ai parlé ou pas, mais ou le secteur aérien d'ailleurs, vous regardez, ça rebondit rien du tout, hein. Vous regardez les configurations, elles donnent vraiment pas envie d'acheter. Voilà. Alors peut-être qu'il va y avoir bien évidemment des rebonds techniques, etc., etc. Il y en a toujours. Le marché part pas en ligne droite à la hausse ou à la baisse. Donc oui, il y a des rebonds techniques forcément. Mais juste se dire, j'achète des actions juste parce qu'elles sont basses et que bah, le secteur aérien il va repartir. Le secteur aérien il va pas repartir avant 2021, 2022 au minimum. Et il va se passer encore des choses au milieu. Donc, euh, donc voilà. Euh, donc voilà pour le DAX. Donc j'y passe très brièvement. Le DAX, il n'y a pas de mise en danger. Vous voyez, on a fait 12004. On a fait un open en extrême. On a mis une petite englobante. Tant qu'on ne repasse pas sous les 12 260, il n'y a pas d'alerte majeure. Là, on a une petite zone de vente d'intermédiaire. Là, maintenant, tout de suite, ici sur les 12 600. Vous voyez, 12 600, ça donne une petite zone de vente très court terme, etc., pour se placer bah, dans le sens du flux précédent. Ici, ça correspond à peu près à 50% de cette impulsion baissière qu'on a eu ici. Tant qu'on n'arrive pas à reconquérir le haut du gap, comme sur le CAC, les 12 770, on va toujours être un petit peu entre deux chaises. Donc, moi, je privilégie toujours la tendance court terme sur laquelle je vais prendre les signaux, c'est-à-dire la tendance horaire. D'accord? Je vais mettre ici en 1 heure. Voilà, je me mets en 1 heure. Voilà, on a toujours une tendance baissière, hein. D'accord? Tant qu'on est sous la MM50, notamment horaire, on a toujours une dynamique baissière. D'accord? Donc vous avez une tendance horaire qui est baissière. Donc ça m'incite plutôt à prendre des ventes sur rebond tant qu'on ne repasse pas au-dessus et qu'on n'arrive pas à passer au-dessus des 12 008, 12 009. Toujours plutôt un biais baissier sur des signaux, bien évidemment. D'accord? Faut pas shorter tous les 10 points de hausse parce que sinon après on va se faire embarquer. Et si vous vous retrouvez là-haut, eh ben, on saura plus forcément quoi faire, on n'aura plus la main sur notre trading. Ok? Voilà concernant ces deux indices-là. On a vu également l'IBEX. Alors le Nikkei, je vais revenir très rapidement. Le Nikkei, lui, toujours dans son range. Hop, bull trap, bear trap. On réintègre le range. Rien à dire. Tant qu'on passe pas sous les 22 000 sur le Nikkei, il n'y a pas d'alerte majeure. Donc je vous suggère de mettre quand même, au cas où, si vous êtes à la plage à ce moment-là ou à l'apéritif, ou en train de faire la fête dans les nuits tropéziennes, etc. Si jamais la nuit il se passe quelque chose et qu'on repasse sous les 22 000, ça vous donne une alerte. Ça vous donne une alerte sous les 22 000 points pour peut-être accompagner un mouvement baissier, une sortie par le bas de ce range-là. D'accord? Ensuite, sur le Dow Jones, pas grand-chose, pas grand-chose. Là-dessus, je vais un peu laisser tomber pour le moment. La grosse zone, pour moi, la grosse zone de dégradation depuis déjà la semaine dernière. Alors, je crois que je vous en ai parlé d'ailleurs la semaine dernière en Traders Room. C'est les 26 000. Ok? 26 000, c'est la grosse alerte. Si on passe sous les 26 000, ok, on est sorti par le bas de ce truc-là, de ce canal ascendant. On a fait la petite mèche en dessous, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Si on repasse en dessous, à mon avis, derrière, on pourra largement accompagner le mouvement de manière beaucoup plus forte. Pour le moment, il n'y a pas péril dans la demeure. Tant qu'on tient les 26 000, ça va. Si on réintègre les 26 400, 26 500, alors là actuellement, le dos, il est à 26 600, d'accord? Donc il est quand même 26 600, oui, bien au-dessus de cette réintégration-là. Pour le moment, c'est un peu tout brouillon. Donc je préfère pour le moment laisser tomber, simplement me mettre une alerte ici sur les 26 000. Hop, 26 000.
si jamais on passe là en dessous, accompagner le move. Ok? Le Nasdaq, oui, si vous voulez privilégier les achats, allez-y. Le SP500, si vous voulez privilégier les achats, allez-y, parce qu'il est toujours très performant, un peu à l'image d'ailleurs du Nasdaq. Toujours tendance haussière, aucune alerte. Tant qu'on passe pas sous les 3002, ça sert à rien d'essayer de choper le point haut sur le SP500. Ça n'a aucun intérêt. Vaut mieux accompagner le mouvement sur l'IBEX que d'essayer d'attraper le point haut sur les indices américains, en tout cas sur le SP500 et sur le Nasdaq. Ça n'a aucun sens. Tendance haussière partout. Oui, si on cherche des achats, c'est une bonne idée. Oui, on a fait un range en données H4 ici qui succède à une tendance haussière et une tendance primaire qui est toujours haussière. Donc oui, pourquoi pas aller chercher ici les 3004, ce ne serait pas déconnant. En tout cas, pour le moment, c'est la tendance. Tant qu'on reste au-dessus des 3002, zéro alerte baissière. Ok? Voilà pour le tour des indices. Maintenant, il nous reste 7 minutes très exactement pour faire le tour du reste du monde. L'or. Alors, l'or, bon, on en a largement profité. Je vous en ai parlé déjà depuis des semaines et des semaines et des semaines. Depuis les 1740 mi-juin. Ok? Ne privilégier que des achats, que des achats, que des achats. Ok, la question c'est maintenant mon coco, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, soit on a privilégié que des achats parce que vous étiez là à chaque fois, bah, c'est très bien, tant mieux, on conserve encore les achats et on vise beaucoup plus haut. On ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va, jusqu'à en tout cas ce que la tendance soit invalidée. Quand est-ce que la tendance haussière sera invalidée? Vous voyez ici, j'ai tracé 1, 2, 3, 4, notamment triangle ascendant, en données 4 heures. Tant qu'on reste au-dessus des 1920, zéro alerte. On continue de travailler à l'achat. Triangle ascendant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on n'est pas trop sûr, si on préfère attendre une nouvelle impulsion, si on veut être sûr d'être, comment dire, dans une bonne impulsion haussière, etc., etc., et de se dire merde, c'est peut-être un petit peu trop haut, je comprends tout à fait. Alors dans ces cas-là, on se met une alerte juste au-dessus des plus hauts, c'est-à-dire à peu près sur les 1980-1981. On continue à acheter les impulsions haussières, comme c'est le cas ici, ici et ici. Voilà. Les tendances se prolongent X fois, 1, 2, 3, et peut-être 4, et peut-être 5, et peut-être 6, et peut-être 10, et ne se retournent qu'une seule fois. Donc non, je ne vais pas vendre l'or contre cette tendance, contre ce flux, contre cette dynamique, d'autant plus que vous savez que l'or est tiré par les injections des banques centrales. Deuxièmement, c'est considéré comme une valeur refuge, entre guillemets, même si j'aime pas trop ce terme, parce que si vous prenez la performance entre l'or et le CAC depuis mars, il y a quand même, je veux dire, regardez les indices, qu'est-ce qu'ils ont fait depuis le pire de la crise. L'or, il a fait que monter. Le CAC, alors je vais prendre un autre indice, peut-être un petit peu plus fort. Vous prenez le SP500, bah, il a fait que monter aussi, hein. Donc dites pas qu'il y a une corrélation inverse, c'est pas parce que l'or monte que les indices baissent. Alors peut-être qu'il a accentué son progression parce que il y avait quelques petites inquiétudes, notamment sur les actifs risqués et plus particulièrement donc sur les indices et sur les actions. Oui, peut-être, mais il n'y a pas de corrélation inverse. D'accord? Ça, c'est du bullshit. Donc voilà pour l'or, j'espère que c'est bien clair. Oui, achat privilégié. Tant qu'on est au-dessus de 1920, si vous voulez tenter des achats, pourquoi pas sur 1940, 1950, c'est pas déconnant. On reste dans la tendance. Si on veut être, je vais pas dire plus sûr parce qu'on a un moins bon timing d'intervention à 1980 qu'à 1950. Donc si on veut attendre le déclenchement de cette figure, alors oui, effectivement, bah, faut attendre les 1981, 1982 et attendre une nouvelle impulsion pour se replacer, replacer à l'achat. Ok? Jusqu'où? Jusqu'à ce que ça s'invalide. Le but, c'est pas de savoir où est-ce que le gold va s'arrêter. Peut-être qu'il va s'arrêter à 2000, à 2200, à 3000, on n'en sait rien. Le but, c'est d'accompagner la tendance le plus longtemps possible et jusqu'à ce qu'elle nous donne à manger, si je puis dire. L'eurodoll, je suis à la vente, je ne cherche que des ventes. Pourquoi? Parce qu'en mensuel, vous avez cette grosse zone d'intervention qui, je vais la retrouver ici. Voilà, 1,18, 1,20. Zone horizontale qui correspond au plus bas de 2008, 2010, 2012, à peu près au plus haut de 2015, 2016. On a fait un petit excès ici en 2018. Ça correspond à cette oblique qui vient depuis 2008 ici. D'accord? Donc ça fait 12 ans qu'on a cette oblique. On revient pile poil dessus. C'est une grosse zone de convergence. Donc oui, je vends l'euro-dollar.
Voilà. Invalidation au-dessus de 1,18 et quand bien même c'est invalidé, je continuerai à le travailler à la vente tant qu'on est dans cette zone-là. Donc là, je l'ai vendu encore ce matin, je l'ai vendu la semaine dernière, et je l'ai encore vendu ce matin. Pourquoi? Je vais vous expliquer très brièvement. Ici, voilà, on a eu encore, hop, on a eu encore ce signal de vente. Voilà, d'accord? Donc on a fait cette petite phase de conso, tac, tac, tac. On est repassé par le bas. 1,1750, 1,1760. Ok. Ça nous donne à nouveau une impulsion baissière. Voilà. Et je vais continuer à le travailler à la vente et surtout en daily, regardez ce que ça donne. D'accord? On a un petit croisement rouge ici si vous utilisez des indicateurs pour vous conforter dans votre idée. Jusqu'où? À peu près jusqu'à les 1,15. Voilà. Je ne suis pas acheteur fondamentalement d'euros contre le dollar, je le dis, je le répète, et je le répète. Concernant le pétrole, je ne vais pas y revenir, je vais faire très simple. Je le travaille à la vente sur le Brent. Hop, pourquoi j'ai cette zone toute pourrie là? Alors la zone n'est pas bonne, excusez-moi. Hop, c'est 43,80, 44, je sais pas pourquoi. Voilà. 43,80, c'est une grosse zone sur laquelle on échoue depuis maintenant pas mal de temps, vous voyez ici. Je le travaille à la vente. C'est plus compliqué, donc je passe très rapidement. D'accord? Le dollar, vous avez vu ce qu'il est en train de faire, raison pour laquelle je privilégie des achats, des ventes, pardon, sur l'eurodoll et par effet de corrélation des achats, comme je l'ai dit ce matin, sur l'USD-CHF, qui va faire d'ailleurs mon premier objectif ici à 0,90 à 0,9220, pardon, qui va sonner dans quelques secondes. Pourquoi l'USD CHF? Regardez ici en données mensuelles. C'est pour ça que je vous dis toujours, donc il y a le pétrole qui rentre dans ma zone de vente. Je vous dis toujours de regarder sur des unités de temps longues. Regardez en mensuel, l'USD CHF, on revient où? Sur les plus bas de 2018, les plus bas de 2015. Ok, hop, je me mets ensuite en daily. Regardez, il a fait que baisser, que baisser, que baisser. Et là, hop, hop, le petit réveil, impulsion haussière, bim. Et là, ça bourre. Donc, oui, privilégier les achats sur l'USD, sur le dollar de manière générale, les ventes sur l'eurodoll. En tout cas, c'est la thématique de ce début de semaine. Bien évidemment, ça peut se retourner comme ça du jour au lendemain. Pas de souci. Par contre, sur les paires en yens, je lâche l'affaire. Il n'y a rien, pas grand chose à faire d'autre. Et je crois qu'on a fait le tour globalement. Donc pour moi, on est dans des zones de vente là maintenant sur le DAX, sur le CAC, sur des signaux horaires. Si jamais, parce que là on va voir l'ouverture américaine dans une demi-heure. Donc dans une demi-heure, si jamais on a une faiblesse des indices américains après ce qu'ils nous ont fait vendredi soir juste avant la clôture de la semaine, eh ben oui, je revendrai le DAX et le CAC. Pas maintenant. On est dans la zone. On attend des signaux dans cette zone-là. L'eurodoll vente, USD-CHF achat, or silver achat parce que c'est le sens de la tendance avec des triangles ascendants. Shorter le SP500 et le Nasdaq, ça n'a absolument aucun sens si vous êtes plutôt acheteur. Achetez plutôt cela parce qu'ils montent plus vite et ils baissent moins vite. S'il y a des choses à vendre, peut-être plus vendre l'IBEX et le CAC qui sont plus faibles. Le DAX est un peu plus fort, un peu dans la lignée, on va dire, du SP500, on va dire je compare plutôt en ce moment d'ailleurs le DAX au SP500 en termes de performance, alors que le CAC est mou, un peu comme le Dow Jones. Voilà. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite un très bon mois d'août. J'espère que c'était clair, rapide, concis. Je crois que j'ai rien oublié. Je ne sais pas si le chat fonctionne, etc., etc. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je regarde. Non, je vous ai parlé un peu de tout. N'oubliez pas le NFP, notamment vendredi, le chômage, etc. Ça peut avoir un impact sur le marché. N'oubliez pas les gros seuils d'accélération baissière potentielle, notamment sur les indices américains, les 26 000. N'oubliez pas cette grosse zone qu'on a également sur le SP500. N'oubliez pas cette grosse zone qu'on a sur le SP500, les 3002. D'accord? Alors, vous allez me dire, ouais, mais on est super loin, là, faut que je clique, faut que je clique, faut que je clique. D'accord, bah alors, s'il y a des trucs à cliquer, je pense qu'il y a peut-être des choses à voir. Regardez sur l'eurodoll, regardez sur le dollar.
et regardez peut-être sur l'USD CHF, ça peut vous donner un peu des idées avant de forcément cliquer sur voilà, le DAX qui est à plus 2,5. C'est pas parce qu'il est à plus 2,5 qu'il peut pas terminer à plus 3 ou plus 4, hein, j'en sais rien. Donc on essaye de se placer là où se passe l'action. Pour le moment, c'est plutôt sur le dollar en ce début de semaine. N'oubliez pas de mettre des alertes parce qu'on peut y aller très rapidement. Sur le CAC, on m'avait dit oui, 4930, ta zone de vente, etc. Sur le CAC, c'est beaucoup trop loin. C'est sur cette grosse, ici, cette grosse bougie weekly sous les 4930. Je vous en avais parlé en début de semaine dernière, même semaine d'avant. 4930. Vous avez vu, on a fait 4930, 4850, même 4750 quasiment. Donc vous voyez, ça fait quand même des beaux trades de quasiment 200 points sur le CAC sans, je vais dire, pas sans stress parce que voilà, mais quand on n'utilise pas l'effet de levier, il n'y a jamais de stress, mais sur des signaux assez évidents, entre guillemets, assez clairs en tout cas, pas forcément évidents, mais au moins clairs, qui, bah voilà, il y a de temps en temps, bah voilà, si ça monte, bah pour moi, voilà, le SP500 et le Nasdaq, ça monte tout seul, bah je les laisse faire, tant pis. Tant pis pour moi. Bon, merci Charles, merci Yann, merci Nicolas. Je vous souhaite un très bon mois d'août, si on ne se revoit pas d'ici là à droite ou à gauche. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.